ma voiture, le couvercle du coffre arrière de ma familiale était brisé. Donc j'ai dû me pencher. Puis, au même moment, un tireur qui était 4-5 mètres derrière moi a tiré 7 projectiles. Il m'a atteint 6 fois. Le but de cette guerre-là, c'était vraiment contrôle total au Québec et en Ontario, une partie de l'Ontario, sur le trafic de stupéfiants. Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne pour cette partie 2. Maurice Montboucher, guerre, pouvoir, trahison. Par contre, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous suggère fortement d'aller la regarder avant pour savoir comment nous en sommes rendus là et pour comprendre un peu plus de contexte aussi. Cela dit, je reprends l'histoire où je l'avais laissée au dernier épisode, c'est-à-dire au début de l'année 1997. Alors que la mort d'un enfant qui fut tué en même temps qu'un revendeur que les Hells Angels avaient fait exploser quelques années plus tôt, en 95, à l'aide d'une voiture piégée. Le choc de la nouvelle fut tel qu'il eut des échos jusqu'au gouvernement fédéral dans la capitale d'Ottawa, suite à l'indignation du public et aux efforts de personnes comme la mère de la jeune victime, le petit Daniel Desrochers, qui partit une pétition pour qu'on revoie les lois sur les gangs de motards criminalisés dans le but de les contrôler. Ça continue de plus belle, puis il faut absolument faire réagir le gouvernement en notre faveur d'obtenir une loi anti-gang. C'est à partir de ces années-là que l'étau de la justice commençait à se resserrer autour des motards. Plusieurs enquêtes policières furent ouvertes, résultant par de multiples descentes dans différents points de vente et autres lieux associés aux Hells Angels. Ces derniers constatèrent rapidement une chose. Tout ce qui se passait en bas de l'échelle n'avait pas beaucoup d'impact sur ce qui se passait en haut de l'échelle. Les preneurs de décision n'étaient donc jamais inquiétés. Les Hells Angels ayant un protocole assez long et strict pour devenir membre, qui peut prendre plusieurs années, essayer d'infiltrer un agent au cœur du noyau dur de l'entourage de Boucher semblait pratiquement impossible. Pour obtenir des informations pertinentes qui pourraient déboucher sur d'éventuelles accusations et inculpations des chefs des Hells, il fallait absolument qu'un des proches du chef décide de collaborer avec les enquêteurs, malgré les risques que ça implique. Maurice Boucher, pour sa part, voyant les forces de l'ordre multiplier les démarches pour l'inculper, commença à craindre pour sa liberté. Il réfléchit donc à une façon de faire taire tous ses proches collaborateurs. C'est donc dans cette optique qu'il rédigea une liste avec des noms de personnes à abattre, mais pas comme celle qu'il avait l'habitude de rédiger lors de la guerre des motards. Les noms sur la liste n'étaient pas des bandits. Cette liste, elle, contenait des noms de fonctionnaires, magistrats et autres employés de l'État, des juges, des policiers, des procureurs, des ministres et même des gardiens de prison. Le but final étant de faire commettre à ses associés des crimes qui feraient en sorte qu'advenant leur arrestation, ils ne pourraient pas négocier avec le procureur des réductions de peine en échange de leur témoignage. Parce qu'on a tous une idée reçue, comme quoi les policiers offrent souvent un traitement défavorable aux tueurs de flics et autres employés de l'État. Boucher donna donc un mandat spécial à quelques-uns de ses acolytes les plus proches. Les trois hommes, André Tousignan, Paul Fontaine et Stéphane Godas-Gagné, eurent pour consigne de s'occuper des gardiens de prison. Et pour motiver les troupes, Boucher offra des récompenses, des sommes d'argent, mais surtout de l'avancement. En effet, les trois hommes qui s'acquitteraient de leurs tâches obtiendraient en échange ce qu'un motard 1%iste désire le plus, c'est-à-dire ses patchs, ses couleurs. L'occasion de devenir un membre en règle avec le statut et tout ce que ça implique. Les trois hommes ne perdirent donc pas de temps et commencèrent à faire du repérage autour des établissements correctionnels dans le but d'établir leur cible. Après quelques filatures infructueuses, car la personne n'était pas un gardien de prison, mais bien un autre employé du système correctionnel, ils virent quelqu'un portant l'uniforme des gardiens de prison quitter le centre de détention dans le but de retourner chez soi après une longue journée de travail. Ce soir-là, c'est donc sur une moto qu'André Tousignan, accompagné de Stéphane Godas-Gagné, suivirent leur cible qui embarqua dans sa mini-fourgonnette et s'engagea sur l'autoroute. Les deux hommes accélérèrent et, dépassant la camionnette, Godas-Gagné, à l'arrière de la moto, ouvrit le feu sur la fourgonnette. Quelques détonations plus tard, c'est dans un muret de sécurité que la fourgonnette s'arrêta. La victime, qui était bel et bien gardienne de prison, rendit l'âme sur le bas-côté de l'autoroute. C'est cette nuit-là que Diane Lavigne, agente correctionnelle, perdit la vie. Les policiers qui arrivèrent rapidement sur les lieux ne purent que constater le décès de la femme, le choc
précéda l'incompréhension. Pourquoi s'en était-on pris à cette femme, mère de plusieurs enfants, appréciée de tous et reconnue comme quelqu'un d'honnête et d'intègre, mystérieusement tombée sous les balles d'assassins dans cette journée qui ressemblait à toutes les autres? Tousignan et Gagné allèrent faire leur rapport à leur chef, Maurice Boucher, qui les félicita. Il dit même à Gagné qu'il semblait plus perturbé que Tousignan quand il apprit que c'était une femme et non pas un homme qu'ils avaient abattu. « C'est pas grave si elle avait des totons », dit vulgairement le chef des nomades. Il leur confirma que ce n'était qu'une question de jours avant que les deux reçoivent leur couleur, tant espérée. Quand la nouvelle arriva aux oreilles de Paul Fontaine, cela le mit en colère, particulièrement après Godasse Gagné. Car ce que je n'avais pas spécifié au début, c'est que Tousignan avait d'abord offert à Fontaine de l'accompagner ce soir-là. Mais Fontaine trouvait trop téméraire la façon dont il avait prévu son coup, c'est-à-dire de se servir d'une moto pour commettre l'assassinat. Étant donné le refus de ce dernier, Tousignan proposa à Godasse Gagné, ce qu'il accepta sans hésiter. Fontaine était tellement en colère que ça a pris l'intervention de Maurice Boucher pour le calmer. Il accepta de lui donner la même récompense que les autres, et ce immédiatement, c'est-à-dire de lui donner ses couleurs à lui aussi. Mais en les acceptant, il s'engageait lui aussi à abattre un agent correctionnel dans les plus brefs délais. Paul Fontaine et Stéphane Gagné, ayant enterré la hache de guerre, décidèrent de faire équipe pour ce deuxième contrat. Après quelques jours de repérage, ils décidèrent de passer à l'action. Le plan était simple. 6 jours par semaine, plus ou moins à la même heure, un autobus qui transporte normalement des prisonniers fait la navette entre la prison de Rivière-des-Prairies et le palais de justice de Montréal. À quelques coins de rue de la prison, il y a un passage à niveau. L'autobus n'a pas le choix de s'y arrêter quelques secondes. Et c'est exactement à ce moment que les deux comparses devaient frapper. Paul Fontaine attendrait dans un abribus situé juste à côté, tandis que Godasse Gagné conduirait la caravane volée exprès pour l'occasion. Les deux hommes étaient prêts. Le piège était tendu. Il ne manquait que la cible, qui finit par arriver après quelques minutes. Paul Fontaine, il a pris devant, en avant de moi. Il a sorti son morceau. Moi, j'ai sorti le mien. Lui, il a ouvert le feu. J'étais rendu une main sur le hood pour pouvoir grimper sur le hood. Puis l'arme s'est enrayée parce que moi, c'est un semi-automatique. C'est un gun que tu crains qui est en avant, en arrière. 2 gardiens se trouvaient dans l'autobus à ce moment, et des 2 seuls le chauffeur étaient armés. Malheureusement pour ces derniers, ils n'eurent même pas le temps de réagir. Et c'est ainsi que Pierre Rondeau, gardien de prison ayant 20 ans d'ancienneté et apprécié de tous, trouva la mort sous une pluie de balles. Les 2 motards s'empressèrent de prendre la fuite. Ils se dirigèrent vers un parc pour exécuter la suite du plan, c'est-à-dire d'incendier la vanne avec les armes et les vêtements qu'ils portaient à ce moment-là pour faire disparaître toutes les preuves. Ce qu'ils n'avaient pas prévu par contre, c'était que le parc qu'ils avaient choisi, qui était normalement assez tranquille à cette heure, était beaucoup plus achalandé que prévu. Ils s'en tenirent au plan quand même, mais dans la précipitation et avec le stress d'avoir peut-être des témoins, le véhicule fut incendié, mais pas suffisamment pour dire qu'il brûla au complet. Cette étape bâclée allait revenir les hanter. Mais ce jour-là, par contre, c'est avec une certaine fierté que les 2 hommes allèrent voir leur chef pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ce dernier, très satisfait, les félicita. Tout était bien qui finissait bien. Et Paul Fontaine avait enfin mérité ses couleurs. Malheureusement pour les 2 complices, le bonheur allait être de très courte durée. Parce que sans le savoir, ils avaient commis l'erreur de trop. Premièrement, le fait d'avoir utilisé une vanne volée, en particulier le modèle Dodge Caravan, réputé pour être facile à voler. Ça et le fait de l'incendie après le coup. Pendant la guerre des motards, les Hells avaient tellement utilisé ce modus operandi que c'était considéré comme leur signature. Ça confortait les inspecteurs qui avaient déjà d'énormes suspicions au sujet des auteurs de ce crime. En plus de tout ça, les enquêteurs ont réussi à trouver des empreintes digitales sur des plastiques intérieurs qui avaient survécu aux flammes. Lentement mais sûrement, l'étau de la justice se resserrait. Pour ne rien arranger, quelques jours plus tard, les policiers mirent la main au collet de Steve Bois, un sympathisant des motards qui faisait partie du cercle rapproché de Stéphane Gagné. Et il avait été complice de ce dernier en l'aidant à faire disparaître certaines preuves après les faits. D'abord mis en état d'arrestation pour une toute autre affaire, sentant le piège se refermer sur lui, Steve Bois décida de passer aux aveux et de donner Gagné pour s'en sortir. Godasse Gagné apprit que la police était à sa recherche et sans perdre de temps, il décida de fuir à l'étranger.
Malheureusement pour lui, les démarches pour sortir du pays nécessitaient de passer voir un membre de sa famille. Et c'est quand il arriva chez ce dernier que la police qui l'avait pris en filature il y a quelques jours procéda à son arrestation. Godess Gagné, à défaut d'être le plus brillant des criminels, n'était pas bête au point de ne pas se rendre compte de sa situation. Il savait que de par son erreur, son échec, beaucoup de monde dans l'organisation était maintenant menacé et ses jours à lui comptaient. C'est donc sans trop d'hésitation qu'il accepta l'offre des enquêteurs, changeant de camp pour celui des délateurs. C'est donc un ex-biker qui avait peur pour sa peau, et avec raison, qui signa une déposition dans le but de faire tomber Maurice Momboucher. Les enquêteurs étaient drôlement bien tombés avec Stéphane Godess-Gagné. Car des choses à dire, il en avait à revendre. Enfin, les enquêteurs avaient une chance de décapiter l'organisation une fois pour toutes. Et croyez-moi que cette chance, ils n'allaient pas la laisser passer. C'est donc le 18 décembre qu'on passa les menottes à Maurice Boucher. Une grande partie du dossier reposait sur le témoignage du délateur. Parce que comme je l'avais dit précédemment, dans ce genre d'organisation, le commanditaire et l'exécutant sont très loin dans la hiérarchie. Mais ceux qui croient que mon histoire va se terminer ainsi, ne soyez pas naïfs. Maurice Boucher a encore quelques bonnes cartes dans sa manche. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, l'essentiel de la preuve repose sur le témoignage du délateur Stéphane Gagné. Le problème avec un délateur, par rapport au procureur, au juge et au jury, est ce qu'on appelle dans le jargon un témoin taré. Ce qui mine sa crédibilité, c'est qu'il fait ça pour sauver sa peau. Certains délateurs sont parfois même rémunérés, ce qui mine énormément leur crédibilité en général. Dans son cas, le témoignage de Gagné était assez convaincant. Par contre, il ne fallait pas oublier contre qui il se présentait. Le tout-puissant chef des nomades, le maître incontesté du Québec et de l'Ontario. Disposant d'énormes ressources, Mom réussit à faire intimider les témoins, assez pour que la balance pèse de son côté. Et n'ayant pas de preuves physiques directes, l'accusation était d'une solidité douteuse. À la surprise générale, les jurys acquittèrent Maurice Momboucher des 2 meurtres de gardiens de prison. Imaginez la déception de tous les policiers et enquêteurs qui ont travaillé sur le dossier et qui ont vu leur cible s'en sortir la tête haute. Cela, en plus, a eu pour effet de remettre une couche sur l'image d'intouchable que les Hells avaient déjà au Québec. Et c'est donc un Boucher triomphant qui sortit accompagné de tous ses sbires du palais de justice de Montréal. Pas peu fier, il donna une énorme réception pour célébrer sa victoire, le soir même. Et bien sûr, les journaux s'en donnèrent à cœur joie. Rien ne semblait plus pouvoir arrêter les Hells maintenant. C'est alors que les motards continuèrent sur leur lancée. Malheureusement, le prochain à en faire les frais était Michel Auger, journaliste au Journal de Montréal. Journaliste qui ne mâchait pas ses mots dans les articles qu'il publiait concernant les motards, leurs chefs et la guerre qu'ils menaient. C'est d'ailleurs l'extrait que j'ai passé au tout début de la vidéo. Pour une des rares fois, au Canada, pays où la liberté d'expression est généralement très respectée, sacrée même, à la sortie de son travail, le pauvre finit avec 6 projectiles dans le dos. Il put quand même miraculeusement appeler les secours avec son téléphone cellulaire et grâce à une chance inouïe, il s'en sortit sans presque aucune séquelle. N'empêche, ça commençait vraiment à aller très loin. D'ailleurs, personne ne fut jamais formellement accusé de cette tentative de meurtre, quoiqu'elle fût attribuée aux gangs des Hells Angels. On présume que Mom est derrière tout ceci, comme tout le reste. Le chef des nomades put profiter de sa liberté encore 2 longues années avant que la Cour suprême du Québec casse le jugement d'acquittement et ordonne la tenue d'un nouveau procès. Encore avec Stéphane Godess-Gagné comme témoin vedette. Un nouveau juge, des nouveaux jurys, ainsi que des nouvelles mesures pour empêcher ces derniers d'être intimidés ou corrompus de quelque façon que ce soit par les hommes du puissant club de motards dont la liberté du chef charismatique mais meurtrier était compromise. Godess-Gagné, qui avait été impliqué dans tout ceci ironiquement pour ne pas qu'il témoigne un jour contre Momboucher, témoigna contre Momboucher et fut excellent dans son témoignage. Il convainc les jurys et c'est à l'unanimité qu'ils condamnèrent le chef des nomades, Maurice Boucher, à la réclusion à perpétuité avec un minimum de 25 ans à purger avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Enfin, la justice avait réussi à triompher et j'ai envie de vous dire, il était temps. Notre protagoniste fut conduit au centre de détention Tanguay, qui est à la base une prison pour femmes. Question de l'isoler, et parce que c'était beaucoup moins dangereux pour lui. Donc, tout est bien qui finit bien, me direz-vous. Eh bien, oui et non. Si, au départ, j'étais plutôt sûr de moi de raconter cette histoire en 2 épisodes, au fil de mes recherches et des trouvailles en résultant, j'ai dû me rendre à l'évidence un 3e épisode est nécessaire pour raconter cette histoire
au complet dans les détails. L'épisode 6 de Crime Story aura donc une partie 3. Parce que, croyez-le ou non, malgré toutes les contraintes et les restrictions qui lui ont été imposées, notre maintenant ancien chef guerrier des Hells n'avait malheureusement pas dit son dernier mot. Mais toutes les dernières péripéties, vous les découvrirez en visionnant la partie 3 qui s'en vient sous peu. Un gros merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'ici. Ça prouve que vous appréciez m'écouter autant que moi de vous raconter ces histoires. Et ce n'est que le début, mes chers auditeurs. Des projets sur la chaîne, il y en aura des tonnes et des tonnes. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, c'est bon pour le référencement et ça fait toujours chaud au cœur. Bien sûr, l'espace commentaire est ouvert pour vous si vous voulez discuter du sujet de la vidéo. Portez-vous bien, c'était Alexis White et je rends l'antenne.